Florence. Merci Clément, parce que voilà, c'est un honneur d'être ici au Collège de France et c'est très intéressant de voir un petit peu tous ces matériaux à l'interface de la biologie et de la médecine. Donc je vais pouvoir gagner un peu de temps parce que ce matin, vous avez eu deux exposés, donc Sébastien Lecommandou et Florence ont parlé des nanoparticules magnétiques. Et je vais vous montrer trois exemples en fait, d'application de ces particules dans des systèmes un peu complexes. Alors, donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la synthèse des nanoparticules. On est cette force obscure ici. Donc on s'intéresse aux procédés de synthèse. Florence vous a montré des nanoparticules en forme de nanofleurs. Voilà, c'est notre métier d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la synthèse, essentiellement de nanoparticules magnétiques, mais pas uniquement. On s'intéresse notamment actuellement aux magnétiques et plasmoniques, donc couplage d'oxyde de fer avec de l'or, par exemple. On s'intéresse également toujours à la dispersion de ces nanoparticules dans des solvants, donc avec différents coatings pour répondre à des problématiques de stabilisation, que ce soit en milieu biologique ou pour des applications industrielles. Et on fait toujours le lien entre la synthèse et la structure de ces particules et les propriétés, notamment en hyperthermie, et j'en dirai deux mots tout à l'heure. Donc, en fait, je ne vais pas tellement en parler de ça, tout le monde a dit, elle va détailler, je vais en parler rapidement, mais pas énormément, et je gagnerai du temps. Après, pour la santé, on a développé un certain nombre de systèmes. Donc, ça va de particules d'oxyde de fer qui sont enrobées d'une couche de silice. Ça, c'est mon collègue Jean-Michel Siog au laboratoire qui a développé ces particules, qui ont un intérêt quand même pour ces applications parce que c'est des agents bimodaux. Si on piège une molécule fluorescente dans cette coquille de silice, et l'intérêt, c'est que cette molécule fluorescente va être stable dans le temps. Ce sont des systèmes colloïdaux, donc on peut aller greffer ce qu'on veut un petit peu là-dessus, et c'est ce qu'il a fait dans le cadre d'une étude, bon, je ne vais pas en parler, et aussi on peut effectivement péguiler ces particules pour les injecter in vivo, les étudier, etc. Si vous encapsulez ces nanoparticules dans des objets type liposomes, alors Sébastien a fait une introduction qui est parfaite parce que ça me permet d'aller assez vite sur ces aspects-là. Les liposomes, leur succès est venu de la vectorisation de la doxorubicine. Il y a de ça quand même plusieurs dizaines d'années. Donc ce sont des bicouches lipidiques et cette bicouche, ces compartiments présentent un grand volume aqueux. Donc ils permettent de vectoriser une quantité de drogue importante et ça va limiter les effets toxiques de la doxorubicine dont on a entendu parler ce matin. Donc moi, je me suis intéressée assez tôt en fait à la problématique de vectorisation magnétique de ces objets, même pour des applications in vivo. Je vous montrerai un exemple d'imagerie et de thérapie combinée. Donc, si vous continuez comme ça à augmenter un petit peu les tailles, donc les liposomes sont utilisés in vivo par injection IV, et puis plus récemment, on a développé des systèmes qui sont millimétriques. Donc, on a entendu parler de biopolymères tout à l'heure. Ce sont des systèmes chitosants alginates, Corchel. Et l'intérêt, donc ça, c'était un financement par un groupe de pharmaceutique, le groupe Servier. L'intérêt, c'était d'utiliser la vectorisation magnétique, donc toujours la même approche, en fait, de ciblage, que ce soit par voie UV ou par voie orale. Il y a une problématique commune qui est d'aller à l'endroit désiré. Et donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais sur cette approche-là, la vectorisation magnétique s'est montrée extrêmement efficace pour augmenter la biodisponibilité de la drogue qu'on étudiait, qui était une drogue peu perméable. Alors, encore une fois, là, je vais pouvoir aller vite. Ces particules d'oxyde de fer sont commercialisées en tant qu'agent de contraste. Elles sont utilisées dans différents systèmes pour faire de la séparation magnétique et on les utilise aussi, donc elles sont en phase clinique, pour leurs propriétés d'hyperthermie. Donc, c'est sur ces trois propriétés physiques qu'on surfe quand on utilise ces particules d'oxyde de fer pour développer différents types d'applications. Il faut quand même avoir en tête que les modalités de champ sont très différentes. Ici, on a de la RMN, des champs intenses. Ici, ça peut être pour des applications in vivo. Actuellement, il y a des petits aimants néodyme fer-bore très puissants. Donc, un petit aimant implanté de 2 mm sur une souris suffit à provoquer une attraction magnétique. Donc, ça peut être utilisé in vitro, et vous le faites tous les jours en utilisant des dynabits, par exemple. Mais ça peut être aussi in vivo pour aller justement accumuler des objets sur un site spécifique. Et puis, justement, les propriétés d'hyperthermie qui ont été développées il y a quelques années, plutôt pour chauffer, donc des concentrations locales importantes pour aller provoquer une apoptose,
un site particulier, mais ce qu'a montré par exemple Sébastien, c'est développer des systèmes qui vont être thermosensibles pour pouvoir provoquer le relargage de la drogue par hyperthermie, induire le relargage de la drogue par hyperthermie. Donc je vous ai dit, on travaille encore et on développe des nouveaux systèmes avec des nouvelles structures de particules, mais finalement, pour les applications en santé, on revient toujours à ce procédé qu'on a appelé Massard, hein, du nom de l'inventeur, comme on dit, parce que finalement, elles correspondent le mieux à ce qu'on attend pour ces applications. Pourquoi? Parce que ce sont des particules qui sont coprécipitées à partir de fer 2 et de fer 3, très simplement dans l'eau. Ici, il manque la base, OH-. Et surtout, à la fin de ce procédé, on peut les redisperser dans l'eau. Pour les redisperser à pH 7, il est nécessaire, hein, puisque c'est le point de charge nul de la magnémite. Ici, on a une phase d'oxydation qui nous fait passer de la magnétite à la magnémite. Pour la magnémite, le point de charge nul aux alentours de 7. Donc, pour toutes les applications en santé, on adsorbe, on greffe. Donc, on a entendu parler d'extrants, de PEG, voilà, différentes approches de coating. On utilise, nous, assez souvent le citrate de sodium pour stabiliser par voie électrostatique ces particules dans l'eau. Donc les avantages, c'est un matériau biocompatible. On a vu les problèmes d'accumulation qu'il peut y avoir. Florence en a parlé, j'y reviendrai un tout petit peu. Elles sont produites en grande quantité et ce n'est pas négligeable. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude qui s'est faite dans le cadre d'une collaboration avec le groupe de recherche Servier. Quand il s'est agi d'aller fabriquer les matériaux dans leurs locaux, on a dû utiliser des process avec 1 litre de solution de nanoparticules. Et ça, ce n'est pas possible si vous prenez une synthèse par décomposition de métaux carbonyle ou quoi que ce soit. Donc, cet aspect-là est quand même important. Alors, vous voyez ici un cliché de microscopie électronique. Ces particules, en fin de synthèse, sont rock-like. Bon, ça, c'est l'oxyde de fer, hein, mais il y a une certaine polydispersité. Et pour les propriétés d'échauffement, c'est un problème. Donc, pour un certain nombre de systèmes dont je vais parler, on sait, puisque ça a été publié en collaboration avec Florence et le groupe d'MSC, on a étudié les propriétés d'hyperthermie de ces particules et on a vu que c'était très dépendant de leur taille. Donc, ce que l'on fait, c'est que si je reviens un petit peu en arrière, ici, vous avez une dispersion qui est stabilisée grâce à des charges. Et il suffit d'écranter ces charges pour déstabiliser la dispersion. Et donc, dans ce cas-là, vous démixez en fait, le ferrofluide et vous utilisez cette démixion pour trier les particules. Donc, quand on veut travailler sur des propriétés d'hyperthermie, on ira chercher cette fraction de grosses particules qui est beaucoup plus efficace, hein, puisqu'ici, c'est le specific loss power en watts par gramme. Je crois que Florence a utilisé la SAR, mais bon, c'est pareil. Les particules sont beaucoup plus efficaces en termes d'échauffement. Alors, aujourd'hui, je vais prendre 3 exemples avec le même système pour ne pas se disperser non plus. Donc, 3 exemples d'application des liposomes que j'ai appelé ultramagnétiques en santé. Alors, l'avantage des liposomes, il y a des inconvénients et des avantages. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sébastien ce matin. L'avantage, c'est qu'on peut se baser, en ce qui concerne les liposomes, sur une littérature qui est énorme, hein, puisque depuis qu'ils ont été validés, vous trouvez dans la littérature différentes formulations pour les rendre thermosensibles, pH sensibles, etc. Donc, nous, on s'est basé sur la synthèse, la préparation de liposomes thermosensibles avec des compositions qui étaient définies. Les liposomes de seconde génération, c'était des liposomes pégylés. Donc, nous, on n'est pas chimistes organiciens, hein, c'est des molécules qu'on achète chez Avantipolar Lipids et qui, si vous partez de cette formulation, vous avez des systèmes, normalement, qui sont injectables. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de mixer un peu ces 2 systèmes colloïdaux. Donc, dans le cas des liposomes, c'était d'avoir des particules magnétiques en système colloïdal d'un côté, ces liposomes qu'on sait formuler de manière classique, mais associer des particules à des liposomes, il fallait aussi aller inventer un petit peu d'autres types de préparations. Donc là, le système que je vais vous présenter part d'une émulsion, en fait, eau dans l'huile, et le fait de partir de cette émulsion permet de confiner les nanoparticules dans le cœur aqueux. Peu importe le détail de la synthèse, bon, il y a une étape d'évaporation
qui est décrit dans la littérature comme un collapse. C'est une synthèse que les pharmaciens n'aiment pas trop pour la préparation des liposomes. La synthèse la plus commune, c'est une préparation qui passe par un film lipidique, voilà, et on regonfle ce film lipidique en présence du matériau qu'on souhaite encapsuler, que ce soit un médicament ou une nanoparticule. Mais dans ces cas-là, on l'a fait avec les particules magnétiques, mais on a une concentration beaucoup plus faible dans le cœur aqueux. Donc cette synthèse où finalement vous confinez est intéressante en termes de nanoparticules, de confinement de nanoparticules. Et on l'a fait aussi avec des quantum dots, ça marche très bien. Alors, juste 2 mots aussi, parce que finalement, il y a pas mal d'études qui vont être basées là-dessus. Les pharmaciens n'aiment pas de cette préparation parce que finalement, dans l'étape de collapse, vous relarguez beaucoup de matériel. Donc si c'est une molécule organique, vous avez mis quand même quelques mois à préparer et que vous avez en peu de quantité, c'est embêtant. Pour les oxydes de fer, ce n'est pas embêtant. Ce qu'on fait, c'est qu'on trie ces liposomes sur un aimant. Et vous voyez ici, c'est la fraction de liposomes magnétiques qui est collectée. Donc il y a 2-3 lavages, on récupère une fraction pure. Alors, lors de cette préparation, on a quand même vérifié, parce qu'on était un peu étonnés. Ici, c'est un cliché de microscopie électronique à transmission. Les liposomes sont juste déposés sur la grille. Et ici, c'est de la cryothème. Donc, en fait, on a été étonnés de la densité d'oxyde de fer dans ces objets. Les préparations conduisent à des liposomes qui ne sont pas très monodisperses en taille, par contre extrêmement denses en particules, à tel point que si vous prenez une pince qui est un petit peu magnétisée, parce que voilà, on travaille beaucoup avec des champs et des particules, les liposomes se collent. Et alors, ce qui a été plus intéressant, et là on a fait un peu de micromagnétophorèse à MSC, c'est de remonter à la quantité de particules par objet, puisque c'est ce qu'on va mettre un petit peu en place in vivo. Et quand vous remontez à la quantité de particules par objet, vous voyez que vous arrivez à 2500. C'est une moyenne, mais grâce à la micromagnétophorèse, donc ici, il y a un fil de nickel qui est aimanté à distance grâce à un aimant, et on mesure la vélocité des objets et qui viennent se coller. Donc ce halo ici, c'est un halo de liposome magnétique. Et en mesurant cette vitesse, on remonte à la quantité de particules par objet. Et par rapport à d'autres préparations qu'on avait fait, notamment avec le groupe de Sylviane Le Sieur à Châtenay-Malabry, on avait travaillé sur des premières formulations de liposomes magnétiques et qui conduisaient à des fractions beaucoup plus faibles en particules encapsulées. Alors, cette densité en fait, d'oxyde de fer dans l'objet, pas rentrer dans le détail, mais d'un point de vue interaction particule-particule, Florence en a parlé un tout petit peu, on a vu que c'était des concentrations importantes parce qu'on a un déplacement de cette température de blocage qui est vraiment la signature de la transition ferro-superpara. Et ce qui est décrit, c'est quand vous avez des interactions fortes entre particules, on a ce shift de température de blocage. Et de la même façon, il conduisait à des propriétés d'échauffement, donc toujours la mesure des SLP, et des propriétés d'imagerie plus importantes que les particules non encapsulées. Donc sur cette base, on a essayé de montrer si finalement la vectorisation magnétique in vivo pouvait être un moyen de cibler, puisque sur ces systèmes-là, et j'y reviendrai, le gros problème c'est le ciblage, qu'il soit chimique ou qu'il soit physique. Donc ça, on a refait des manipes. Ce n'était pas la preuve de concept, puisque encore une fois, il y a eu une première génération de liposomes magnétiques qui était un petit peu moins magnétique, mais cette preuve de vectorisation magnétique avait déjà été faite, donc c'est très simple. Les liposomes peuvent être conservés en solution assez longtemps, donc ils sont injectés en solution, ici dans la queue, 2 tumeurs xénogreffées, une seule avec clément, et vous voyez ici l'IRM, donc toutes les zones d'hypocontrast, d'hyposignal sont les zones d'accumulation des particules qui modifient le temps de relaxation des protons de l'eau. On ne visualise pas la particule. Et la même tumeur avant injection. Donc il y a un effet du champ magnétique. Il n'y a pas d'effet, en tout cas à ces temps-là, il n'y a pas d'effet d'accumulation passive. Tout à l'heure, on en a entendu parler. Ces tumeurs sont assez vascularisées, mais là, on n'a pas eu d'effet 30 minutes après injection. Il n'y a pas d'accumulation passive des liposomes. Alors, donc, sur cette base-là, les 3 exemples dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une application un petit peu theranostique, et je rejoins aussi ce qu'a dit Sébastien ce matin, c'est theranostique associe normalement diagnostic et thérapie, et nous, c'est plus imagerie et thérapie. Donc, l'imagerie est une méthode de diagnostic, mais ce n'est pas du diagnostic pur et dur. Il faudrait inventer un nouveau terme, faire quelque chose. Un exemple d'actuation magnétique, et puis un exemple de thérapie combinée.
Alors, pour cette plateforme Theranostic, en fait, on est parti d'un consortium qui existait au sein de l'UPMC et qui a été proposé dans le cadre du LabEx MyChem. C'est de prendre cette plateforme, d'y associer un agent thérapeutique, donc ça j'y reviendrai, mais les particules peuvent être un agent thérapeutique, d'y associer une unité de ciblage. Donc l'unité de ciblage, ça va être un sucre, je vais détailler un petit peu ça, et puis de marquer l'objet justement pour le suivre en imagerie. Alors, je vais aller un petit peu vite, mais ça, c'est une chimie que nous, enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas capable de faire. Donc là, l'idée du consortium, c'était d'aller aller prendre des savoir-faire où ils étaient. Donc, dans l'équipe de Mathieu Sologoub, il y a eu toute une chimie des sucres qui était faite sur le phospholipide, je veux dire, pour justement aller permettre un ciblage actif qui allait renforcer le ciblage par vectorisation magnétique. Alors ça, c'est basé sur un effet qui est décrit dans la littérature, qui est le Warburg effect, qui en fait est basé sur le fait que les cellules tumorales seront gourmandes en sucre, si on veut résumer ça de manière assez simple. Donc la première étape, ça a été d'activer ce glucose et de le coupler à une molécule, encore une fois une molécule commerciale, phospholipidique, pour aller fonctionnaliser le phospholipide, donc obtenir un DSPE, PEG, toujours cette unité qui va permettre au liposome d'être furtif, et puis un groupement glucose donc, qui se présente en externe du liposome, de la nanostructure. On s'est assez rapidement posé la question, nos vecteurs vont pouvoir être imagés en IRM. L'IRM, comme l'a dit Florence ce matin, ce n'est pas une imagerie qui est très facilement quantifiable. Donc assez rapidement, on a souhaité associer à ce vecteur une méthode d'imagerie où on pourrait quantifier, c'est-à-dire on fait de la vectorisation magnétique, ok, on arrive à tant de pourcents, on rajoute une unité de ciblage, on augmente de tant de pourcents. Donc, encore une fois, il y a eu un petit peu de chimie d'effectuer sur la molécule phospholipidique. Donc, le groupement phosphate, ici un NH2, c'est un DSPE PEG NH2, et puis un couplage peptidique qui a été effectué pour aller mettre une cage et pouvoir faire de l'imagerie par émission de positons. Donc, ça a été fait dans le service de médecine nucléaire de l'hôpital Tenon. Donc avec les compétences de Valérie Nataf et de Raldoun Kérou. Et donc ce service de médecine nucléaire possède un générateur de gallium. Alors il faut savoir qu'il y a des gros problèmes de production de technétium. Et donc dans les services de médecine nucléaire, ils sont assez avides ils cherchent des solutions de remplacement. Donc, ce qu'on a effectué, c'est on a mis au point un protocole qui nous permettait de marquer ces liposomes avec du gallium, qui a un temps de demi-vie de 68 minutes, donc il est en AMN, il n'est pas encore validé. Deuxième étape, toujours qui a été effectuée dans le service de médecine nucléaire de l'hôpital Tenon, c'est donc génération du gallium. Il y a des conditions de pH, on vérifie que la structure du liposome est intacte, donc la réaction de marquage, et puis vous avez donc des liposomes qui sont marqués, et puis du gallium. Et ici, alors voilà, donc ici, ce qui a été mis au point, c'est une séparation magnétique qui permet de récupérer les échantillons très propres. Alors à cette étape-là, on était assez contents parce que finalement, on était dans des conditions d'injection chez le patient. C'est-à-dire qu'on avait un système. En 30 minutes, on récupérait une fraction qui était marquée à 90% ultra pure. Donc c'est là qu'on s'est posé la question du transfert de technologie. Donc, je crois que j'ai un étudiant qui en a beaucoup voulu, parce que je lui ai dit non, tu ne pars pas en congrès, j'appelle la DGRTT, on va transférer ça à la SAT, etc. Et donc ça a été étudié 14 mois, puisque c'est des questions importantes quand même sur ces... Voilà, pourquoi ? Parce qu'on avait un objet qui était facilement imageable en IRM et en TEP dans les mêmes conditions d'analyse, c'est-à-dire on injecte 200 microlitres de liposome et dans ces conditions de concentration, on peut l'observer aussi bien en IRM qu'en TEP. Et actuellement, il y a des appareils d'IRM TEP couplés. Donc la question, c'est de savoir si effectivement ces agents de contraste étaient pertinents pour un développement technologique. Donc 14 mois après, ils nous ont dit non, il n'y a pas de marché. Voilà. Donc c'est vrai que pour répondre à certaines questions, c'est aussi un choix, quelquefois. On a perdu beaucoup de temps et ça a coûté un petit peu cher à l'étudiant qui a travaillé dessus. Donc je le cite, c'est Jérémy Malinge,
Parce que voilà, quelquefois, en tout cas, nous, on ne sait pas bien se poser cette question. Et la SAT, sur cette problématique-là, n'avait pas toujours tout de suite les réponses, en tout cas pas rapidement. Et bon, ça a quand même coûté cher. Donc pour continuer sur la science, voilà, je vais passer donc toujours un petit peu le même protocole in vivo. Et je vous ai dit, on a mis du glucose. Et puis l'idée, c'était un petit peu de voir si on pouvait avoir une accumulation cumulée. Ciblage magnétique, on a à 30%, et puis après l'effet du glucose. Alors, le point positif, donc là, il n'y a que la tumeur qui a été ciblée. On voit qu'il y a un effet du glucose, toujours en IRM sur cet hyposignal. Mais glucose plus aimant, on n'a pas l'impression que c'est cumulatif. Et si vous regardez bien les pourcentages d'accumulation, on est à alors sur les meilleurs exemples, sur les meilleures souris, on va dire, on est à 2% d'accumulation magnétique, et à peu près pareil si on utilise en dessous si on utilise le glucose. Donc, alors là, il faut situer un petit peu la problématique, c'est-à-dire que sur ce type de vecteur, que ce soit liposome, polymersome, nanogel, à ces tailles-là, et ce qu'a montré Florence, c'est que l'élimination la plus rapide, c'est le foie. C'est le foie et la rate. Donc très rapidement, même sur des systèmes qui sont circulants, parce que PEGILE, etc., il y a une élimination, et donc la plus grande quantité, donc c'est variable, je ne suis qu'avec Sébastien, mais c'est 30 ou 60% de la quantité injectée se retrouve dans le foie. Donc le ciblage reste quand même le Graal. Voilà. Et in vivo, on voit. Donc ça, c'est une étude qui continue, mais qui montre que finalement, on n'a pas d'effet cumulé, qu'il y a un effet du glucose, que la vectorisation magnétique, ben oui, ça on la voit. Alors l'avantage de la TEP, c'est que maintenant, on peut quantifier, on peut savoir exactement sur quoi jouer. Juste pour finir sur cet exemple-là, donc je ne vous ai pas parlé de la drogue, il y a aussi une partie de l'étude qui a été faite sur le DPA, donc c'est un ferrocène, et cette drogue a montré une très bonne efficacité contre certains cancers qui sont cancers du sein, côlon, pancréas, hormono-indépendants. Mais par contre, ils posent des problèmes de solubilité. Donc l'idée, c'était aussi d'utiliser ce vecteur pour aller vectoriser ce DPA. Voilà, juste pour cette étude-là qui va cheminer maintenant vers d'autres applications. Alors, ces liposome magnétiques, on les a utilisés aussi pour une accumulation in vivo, mais pas du tout pour de la thérapie. Ça, c'était une idée d'Emmanuel Farge. Emmanuel Farge, dans son groupe à l'Institut Curie, s'intéresse au cancer mécano-induit. Et depuis très longtemps, il utilise les ferrofluides, donc nanoparticules, pas sous forme de liposome, pour induire des pressions magnétiques. Donc, quand il travaillait sur tissu, ou je dirais pas dans des conditions safe, les particules, quelles qu'elles soient, convenaient bien. Et puis un jour, il me dit, mais maintenant, il faut que je passe à l'in vivo. Et donc, moi, ça correspondait au moment où je me suis rendu compte qu'on avait des liposomes qui étaient quand même extrêmement magnétiques et qui pouvaient convenir. Donc, l'idée, c'était en fait d'induire un stress mécanique in vivo qui allait déclencher une voie de signalisation dans le cas des cancers mécano-induits. Donc, le premier stade, je ne vais de toute façon pas raconter toute l'histoire, mais le premier stade, c'était ça. Ça a été de stabiliser les liposomes magnétiques in vivo dans des tissus sains. Donc là, encore une fois, la problématique, elle est compliquée parce que quand on accumule dans des tumeurs, c'est très vascularisé. Une tumeur, un tissu sain, c'était autre chose. Donc les liposomes sont injectés dans la queue, et puis il fallait faire de l'accumulation sur le long terme. Donc il fallait placer cet aimant une semaine, voire un mois après. Voilà, ça posait des problèmes un petit peu techniques au début. Donc en fait, le petit aimant, c'est un néodyme fer-bore de 2-3 mm. Il est implanté en sous-cutané et maintenu grâce à une agrafe. Et on a fait aussi des études acoustiques pour aller mesurer les forces. Donc ça, c'est une semaine après injection des liposomes. Donc en contrôle, le contrôle, je veux dire, et les liposomes après injection et accumulation avec l'aimant. Donc les points lumineux correspondent aux liposomes qui sont marqués en fluorescence. Et ici, avec les tissus colorés, c'est pareil, on voit en rouge. Donc on a bien une accumulation une semaine après injection dans les tissus sains. Et ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a pu montrer que la pression magnétique qui est imposée in vivo était du même ordre de grandeur que les pressions tumorales, les pressions de croissance tumorale. Donc ça, c'était des mesures qui avaient été faites indépendamment par Emmanuel dans son équipe. On a pu le vérifier comment? Donc la pression magnétique, et ici la pression de croissance tumorale.
On a pu le vérifier grâce à une collaboration avec l'Institut Langevin. L'aimant est placé ici et le côlon dans un gel d'agar-agar qui mime l'élasticité des tissus, placé ici. Et l'aimant est déplacé au regard du tissu. Et donc, de ces mesures acoustiques, de déformation acoustique et de cisaillement, on a pu remonter en fait aux pressions magnétiques. Donc, on savait que le modèle pouvait coller. Le système pouvait coller avec ce qu'on voulait montrer. Et donc, la dernière étape, ça a été de montrer qu'effectivement, il y avait une signalisation. Donc là, je prends, de toute façon, voilà, c'est à peu près la dernière dia sur cet exemple-là. Mais ici, c'est un des récepteurs, MYC. Et on voit que dans le cas où les liposomes sont injectés et stabilisés avec l'aimant, on a une surexpression, en fait, de ce récepteur MYC. Donc, l'histoire complète est beaucoup plus compliquée, mais en résumé, la stabilisation a permis une activation mécanique in vivo et qui a entraîné ce déclenchement. Le dernier exemple que je voulais exposer concernant les liposomes magnétiques concerne la thérapie combinée. Alors, la thérapie combinée, en fait, on a mis au point un système et on l'a étudié donc, en collaboration avec le groupe MSC. C'était une grosse partie du travail de Riccardo Di Corato durant son postdoc. Ça a été soutenu aussi par un projet européen. Donc, l'idée, c'était non plus d'injecter ces liposomes. J'ai dit l'injection, ça pose des problèmes de ciblage par voie IV, mais de les injecter localement. Pourquoi ? Parce que si on veut utiliser les propriétés d'hyperthermie des liposomes magnétiques, on a besoin de fortes concentrations locales. Donc, on veut utiliser les propriétés d'hyperthermie pour élever localement la température dans des tumeurs grâce à un champ magnétique alternatif. Et on veut coupler à cette hyperthermie de la photothérapie dynamique. Donc, la génération en présence d'oxygène d'espèces réactives. Voilà le contexte. Donc, pour ça, on a fait un petit peu de mise au point du matériau. La MTHPC est une molécule commerciale. Donc, on partait... Voilà, encore une fois, les nanoparticules d'oxyde de fer sont connues et commercialisées pour. Les liposomes aussi. L'avantage du liposome, c'est qu'on peut mettre des molécules dans la bicouche. Donc, cette molécule très hydrophobe, on est allé la mettre dans la bicouche des liposomes et ça ne changeait pas trop la structure. Vous voyez qu'on retombe sur des objets qu'on a observés tout à l'heure. Ce qui était intéressant sur les premiers tests cellulaires, c'est que la MTHPC, donc la molécule photosensible, diffuse très bien dans le cytoplasme. Et donc, c'est là qu'est sa cible, donc près des mitochondries. Sur les premiers tests cellulaires in vitro, donc, étaient plutôt encourageants. Pourquoi ? Alors ici, vous avez le contrôle, la viabilité cellulaire, l'injection des liposomes ultramagnétiques sans traitement physique, pas d'effet sur la viabilité. Et puis, la PDT, donc il faut regarder à 12 heures après traitement. On a une mortalité intéressante, mais bon, pas complète. L'hyperthermie seule. Et puis, quand vous couplez les deux, alors à 2 puissances différentes, mais à 10 joules, on n'a plus aucune viabilité cellulaire. Donc ça, on s'est dit à ce moment-là que le système pouvait être intéressant pour effectivement passer au test in vivo et voir ce que donnait la thérapie combinée. Donc la thérapie combinée, c'est toujours un modèle de tumeur xénogreffée. Et la souris donc, subit un cycle d'hyperthermie donc dans une bobine. Je vais vous montrer un petit film tout à l'heure. Et puis le laser est appliqué au niveau de cette tumeur. Donc il y a eu pas mal de groupes contrôle et voilà, différents. Le protocole est décrit ici. Donc des souris qui ont été injectées sans traitement, le groupe uniquement photothérapie dynamique, hyperthermie seule, et puis thérapie combinée avec différentes doses. Donc encore une fois, les contrôles, tant mieux, ne donnent pas de mortalité, ne donnent pas de régression plutôt. Et pour la photothérapie dynamique, donc toujours en fonction des doses, donc ça dépendait en fait de la concentration en MTHPC qui était introduite dans ce liposome. Et justement, on a dû optimiser la formulation pour arriver à des concentrations plus importantes. Avec différents cycles, on voit qu'il y a la tumeur régresse, mais bon, voilà, on n'a pas d'effet très marquant.
Donc on est passé au groupe hyperthermie seul. Donc ici, vous avez un appareil qui est commercialisé par le Nanotherix Magnétherm. Donc la souris est placée dans une petite bobine et puis on a pu mesurer, alors localement, si le film marche, oui, voilà, j'ai plus du tout la main. On a pu mesurer l'élévation de température, donc c'est à peu près une dizaine de degrés au niveau de la tumeur. Juste, donc c'est le champ magnétique alternatif qui induit une élévation locale de la température parce que les liposomes, vous vous rappelez, ont été injectés localement à l'endroit de la tumeur. Ces élévations, vous pouvez les avoir que si vous avez une concentration locale suffisamment importante. Donc la durée complète du film, je crois que c'est 20 minutes. Voilà, on ne va pas perdre de temps. Grâce à une caméra infrarouge, vous pouvez revenir comme ça à l'hyperthermie locale. Enfin, l'élévation de température. Et donc, ça c'est le groupe hyperthermie seul. Donc, de la même façon, on a la tumeur cesse de croître, mais sans plus. Par contre, quand vous passez au groupe auquel on a fait subir une hyperthermie suivie de la PDT, alors l'ordre est important, parce que l'hyperthermie induit une hypervascularisation. On voit que la PDT conduit à une régression totale de la tumeur. Et ça, c'est vrai que c'est un résultat très intéressant, d'autant plus que c'est quand même assez rarement décrit dans la littérature. Voilà, je suis dans les clous. Juste pour finir, alors, c'est pas ça que je voulais, voilà. Juste pour finir, j'espère vous avoir convaincu. Donc, avec un design assez simple de ces liposomes magnétiques, on peut les rendre pertinents pour des applications en imagerie et aller un petit peu voir ce qu'on fait quand on parle de ciblage, et puis aussi pour la thérapie, et la thérapie combinée notamment. Pour rebondir sur ce qu'a décrit Florence ce matin sur les problématiques d'accumulation, quand vous injectez des liposomes, je vous ai dit, il y a 40-50% qui vont dans le foie. Donc voilà, qu'est-ce que deviennent ces particules à terme si on développe un médicament qui utilise ce type de système? Et c'est valable sur des nanogels, des polymersomes, des liposomes, c'est les questions. Et on s'est rendu compte en travaillant sur ces problématiques par voie orale, la voie orale, en fait, pose moins de problèmes parce que finalement, les particules sont éliminées. Et donc, c'est des questionnements qui sont différents. Alors, ça peut en poser d'autres parce que quand vous utilisez une vectorisation magnétique pour aller accumuler des vecteurs sur de la paroi intestinale, parce que là, on parle de la paroi intestinale, pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'inflammation. Mais en tout cas, le nanomatériau ne passe pas. Dans les systèmes qu'on a étudiés, le nanomatériau ne passe pas. Voilà, je voulais, parce qu'à chaque fois, après, j'oublie. Je voulais remercier toutes les personnes avec qui on travaille. Je n'espère pas en avoir oublié. J'ai oublié quelques institutionnels, mais c'est pas grave. Allez, voilà, je m'arrête.